Et notre invité politique ce matin, c'est Boris Vallaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et vous publiez ce livre, on va le voir en permanence, C'est vie que je fais mienne. C'est aux éditions Odile Jacob. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Et Boris Vallaud, le temps de vous remettre le micro. Je vais vous poser la première question sur le budget. La Commission des finances de l'Assemblée nationale qui a donc demandé à se transformer en commission d'enquête pour déterminer les raisons du dérapage budgétaire. Est-ce que selon vous, il y a eu mensonge de la part de Bruno Le Maire, voire d'Emmanuel Macron? Peut-être d'abord pour bien dire le sens de cette commission d'enquête. Il est dans le rôle du Parlement, de l'Assemblée nationale en l'espèce, d'exercer non seulement ses fonctions de législateur, mais d'exercer ses fonctions d'évaluation et de contrôle, d'évaluation des politiques publiques et de contrôle de l'action du gouvernement. Quand vous avez 60 milliards de dérapages en termes de prévision entre le début de l'année 2024 et la fin de l'année 2024, il est de notre responsabilité de faire la lumière sur ce qui s'est passé et de ne pas se contenter des satisfecits que Bruno Le Maire s'adresse à lui-même. Alors, on verra ce que révèle ou pas cette commission d'enquête, mais nous comptons avoir de la transparence, de la vérité, de la compréhension sur ce qui s'est passé. Je dois vous dire qu'on a quelques idées quand même. Quand vous baissez de 50 milliards par an les recettes fiscales sans les compenser, eh bien évidemment, faire des chèques sans provision finit par avoir des conséquences. Mais ça, ce sont des choix politiques. Est-ce que pour vous, il y a eu plus que des choix politiques que vous jugez mauvais? Est-ce qu'il y a eu des mensonges de la part du gouvernement? C'est précisément ce qu'il faut qu'on détermine. Mais ne me demandez pas de faire les conclusions d'une commission d'enquête qui démarre à peine ses travaux ou qui va les démarrer. Mais je vois la nécessité. Mais est-ce que c'est une question que vous vous posez? C'est une question qu'on se pose et donc on attend la réponse. Je ne fais aucune supputation, mais je ne sais pas ce qui relève de l'incompétence et ce qui relèverait effectivement de quelque chose qui aurait été masqué. Oui, Éric Coquerel lui-même, il laisse pas trop le choix. Il dit, le président de la France Insoumise de la Commission des Finances, il évoque déjà l'insincérité ou la cécité de l'ancien gouvernement. En fait, il n'y a pas trop le choix. C'est soit incompétent, soit aveuglement. Ou peut-être les deux. Ah oui, on peut cumuler. On peut cumuler. Il peut y avoir un cumul. Écoutez, je ne sais pas. Les efforts qui vont être demandés aux Français, et nous allons veiller à ce qu'en réalité, ce soit d'abord des efforts demandés à ceux qui peuvent en consentir, parce qu'ils sont les passagers clandestins de la solidarité nationale. Je parle des très gros revenus, des très gros patrimoines et des multinationales. Eh bien, il me paraît, j'allais dire, normal face à ces efforts qui sont demandés qu'on ait cette vérité, cette transparence. L'entourage de Bruno Le Maire, il évoque à la fois des problèmes de modèle de prévisionnel des services du Trésor. On verra si c'est le cas, mais il évoque aussi une faute collective de la classe politique qui a demandé des dépenses ces dernières années, quel que soit le bord politique, les Républicains réclamant un chèque énergie, un bouclier énergétique pour l'ensemble des Français, là où ça a coûté plusieurs milliards supplémentaires. Est-ce que vous entendez quand même cette critique? Je crois que M. Le Maire oublie les alertes que nous avions formulées. Nous avions formulé des alertes sur les choix politiques qui étaient les siens, de baisser, en particulier pour les hauts revenus et les multinationales, des impôts. Je vous donne simplement un exemple. Sur les 18 milliards qu'a coûté à nos finances publiques la suppression de la taxe d'habitation, la moitié bénéficie aux 20% de Français les plus favorisés. Avait-il véritablement besoin de cette suppression de la taxe d'habitation, qui sont des recettes qui manquent à l'État, qui manquent à nos services publics, qui manquent à l'hôpital, à l'école? Je ne le crois pas. Est-ce que dans les projets d'investissement, la CVAE était première dans les décisions qui étaient prises par les chefs d'entreprise de s'implanter en France? Non. Et ça s'est bien documenté. Et les grosses masses de la CVAE étaient payées par des entreprises qui étaient des entreprises souvent de taille très importante et des multinationales. Donc il y a eu cette avec une réforme qui du coup ne va pas jusqu'au bout sur la CVAE. Je l'espère. Je l'espère, parce que les circonstances en réalité l'interdisent. Mais nous n'avons pas critiqué le quoi qu'il en coûte dans une circonstance extrêmement difficile. Nous ne voulons pas qu'il en coûte désormais à celles et ceux que nous avons applaudis à 20h. Nous ne voulons pas qu'il en coûte aux chefs d'entreprise, aux PME de nos villages, de nos quartiers. Nous ne voulons pas qu'il en coûte aux aides-soignantes, aux infirmières, aux caissières, aux éboueurs, à toutes celles et à tous ceux qui ont tenu pendant la crise de la Covid le pays debout. Or, qu'est-ce qui se profile à travers un certain nombre d'économies qui vont être dures, drastiques,
à la fois sur les collectivités locales, c'est-à-dire sur le grand âge, c'est-à-dire sur la protection de l'enfance, c'est-à-dire sur l'insertion professionnelle, qui vont s'opérer sur la santé, c'est-à-dire sur les remboursements, c'est-à-dire sur les franchises médicales, c'est-à-dire sur les honoraires des médecins. Eh bien, il va en coûter aux classes moyennes. Tout ça, ce sont des impôts sur la vie payés par les Français. Et donc, on demande à ce que la solidarité nationale, la progressivité de l'impôt permettent de faire contribuer ceux qui, en réalité, ne payent pas ce qu'ils devraient. C'est le guide de votre action durant les débats parlementaires sur le budget. Éviter que les économies demandées aux Français ne touchent les classes moyennes et les classes populaires. Bien sûr, on est guidé par un principe qui est celui de la justice fiscale. Est-ce que vous concevez que le taux d'effort fiscal d'un milliardaire est inférieur à celui d'un homme ou d'une femme qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous concevez que le taux d'imposition réel d'une multinationale qui consolide, pour une part, ses résultats dans des paradis fiscaux ou des pays à fiscalité basse est inférieur à celui de votre on en parle déjà, Boris oui. Vallaud, on en parle déjà, la taxation des profits des multinationales, la taxation des grandes fortunes. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans cet effort demandé aux plus riches? Vous dites, on en parle. Nous, en effet, on en parle depuis des années. Il se trouve que là, la nécessité, d'une certaine manière, fait loi, et fait même loi de finances, et donc le gouvernement l'évoque. Hier, en commission des finances, ce qui devait être une taxation temporaire, exceptionnelle, de 3 ans, va être, si c'est confirmé ensuite, va être en réalité prolongé dans la durée. Parce que la justice fiscale ne s'accommode pas d'un caractère exceptionnel et temporaire, mais doit être un principe fondateur de notre démocratie libérale et de nos modèles sociaux, de l'État social. Donc il faut, sans aucun doute, aller plus loin, puisque tous les efforts de justice que nous demanderons, eh bien, ce sera moins d'injustice pour beaucoup. Mais aller plus loin, c'est quoi? Là, ça concerne par exemple 0,3% des ménages les plus fortunés. Est-ce que vous dites qu'il faut que ça concerne les 1%, les 2%? Je vous donne un exemple. Il nous avait été annoncé que 65 000 ménages seraient concernés. C'est en réalité, je crois, 24 300. Exactement, oui. Eh bien, que ce soit 65 000. Donc vous allez demander à élargir l'assiette? Nous avons demandé à élargir, nous allons formuler un certain nombre de propositions que nous avons construites avec d'autres des groupes de gauche. Je vois, comme hier soir, qu'avec d'autres groupes parlementaires, il peut y avoir des jonctions, des combats qui nous sont communs. Le MoDem a fait partie de ceux qui ont demandé à ce qu'une mesure exceptionnelle soit en réalité structurelle. Mais est-ce que vous entendez cette critique faite par certains qui disent la France est déjà la championne d'Europe des prélèvements obligatoires, 48% de prélèvements obligatoires, alors que c'est 41% dans la zone euro. Est-ce que utiliser l'arme de la fiscalité, c'est pas, encore une fois, céder à la facilité? Mais est-ce que utiliser l'arme de la justice fiscale, c'est céder à la facilité? Je crois que c'est... tous les autres pays européens sont injustes? Tous les autres pays européens ne socialisent pas comme nous un certain nombre de dépenses. Il faut, si vous faisiez, dans certains pays, l'addition de ce qui est socialisé, c'est-à-dire de la dépense publique, et de ce qui a été confié au privé, c'est-à-dire les assurances, eh bien, vous vous apercevriez qu'en réalité, la France ne dépense pas plus, globalement, que d'autres pays. Si vous prenez stricto sensu le périmètre de l'action de l'État, la France est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Oui, nous prenons mieux en charge qu'ailleurs la question de la santé, la question du vieillissement, même si c'est très imparfait. Eh bien, c'est aussi ça, la justice. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, vous puissiez bénéficier de l'accès aux soins dans les mêmes conditions. C'est un combat de chaque jour, mais c'est le choix républicain que nous avons fait, que nous défendons. L'État qui demande également 5 milliards d'économies aux collectivités, est-ce que ça vous approuve? Je pense qu'il en demande en réalité beaucoup plus, plutôt 9 milliards. Les collectivités font des efforts depuis des années, mais ce n'est pas une abstraction, la question des 5 ou des 9 milliards. Qu'est-ce que ça va signifier concrètement? Ça va signifier très possiblement des difficultés dans la prise en charge, par exemple, du grand âge. Est-ce que vous savez que le reste à charge en établissement, mais même à domicile, dans un certain nombre de départements, devient inaccessible à certains ménages, qui sont obligés d'arbitrer entre rester chez eux et aller en EHPAD? On sait que nous avons besoin de plus. C'est la protection de l'enfance. Vous savez qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui est conduite par Isabelle Santiago, députée socialiste à l'Assemblée nationale. Il y a une vraie urgence. Regardez ce qui se passe dans des départements comme la Gironde, qui nous alerte depuis longtemps sur la qualité de la prise en charge. Ça aurait des conséquences sur l'insertion, sur la formation. Et je crois qu'il faut bien dire aux Françaises et aux Français ce que le refus du gouvernement et d'une part de celles et de ceux qui nous soutiennent dans l'hémicycle
de justice fiscale va avoir d'injustice dans la vie quotidienne. Sur les collectivités, est-ce que vous êtes les plus crédibles, vous, socialistes, pour vous y opposer, alors que quand il fallait ramener le déficit à 3%, François Hollande, c'était le premier à demander des efforts aux collectivités. Il parlait de justice territoriale. C'est la raison pour laquelle nous disons que les efforts ont été faits, ont été accomplis. Je suis aussi élu local et je vois bien les arbitrages constants qu'il est nécessaire de faire. Je vois bien les choix de politique sociale que nous faisons, nous, dans les Landes, dans un moment où les droits de mutation, qui sont une des ressources principales des départements, chutent de façon considérable, et que les marges de manœuvre fiscales des collectivités locales ont été réduites à rien du tout. En réalité, il n'y a pas de leviers fiscaux. Vous dites que c'est à l'os, et pourtant la Cour des comptes, qui n'est pas vraiment une officine de droite ultralibérale, suggère de supprimer... C'est pas une officine non plus de gauche ultra... C'est pas bolchevique non plus, on est d'accord. Mais c'est ni dans un extrême ni dans l'autre. La Cour des comptes suggère de supprimer 100 000 emplois dans les collectivités locales. Alors c'est 5% des effectifs globaux. C'est sûr, la Cour des comptes, au moment des débats budgétaires, il y a très longtemps, que c'était pas même le même premier président, mais je me souviens qu'à la fois, elle recommandait qu'on supprime des postes chez les autres, et en revanche, il refusait qu'on réduise le nombre des magistrats à la Cour des comptes. Donc, écoutez, moi, je veux bien qu'on me dise si c'est à la protection... Ils commencent par eux-mêmes, c'est ça ? Qu'on me dise si c'est à la protection de l'enfance qu'il faut réduire le nombre des postes. Qu'on me dise si c'est dans les collèges qu'il faut réduire le nombre des postes. La fonction publique territoriale, leurs effectifs, ils ont bondi de 46% en 25 ans. Est-ce que, certains disent, en comparaison, est-ce que le service a augmenté de la même façon ? Je reprends le même exemple. Dans le même temps, vous avez eu un vieillissement de la population et le nombre de celles et de ceux que nous devons prendre en charge, que ce soit à domicile ou en établissement, a augmenté. Quand vous regardez ça justifie le nombre d'enfants... 46% de... Écoutez, je ne suis pas capable de vous dire le détail. Vous savez, j'ai été directeur général d'un département, la Saône-et-Loire, dans lequel nous avons eu de grands efforts à faire avec Arnaud Montebourg. Nous avons fait en responsabilité. Et je ne veux pas, si vous voulez, que l'incurie de l'État et du gouvernement depuis 7 ans soit mis, j'allais dire, sur l'ardoise des collectivités locales. Ça n'est pas acceptable et ça ne serait pas juste. Dernière question sur le budget, Julien. Oui, une question va se poser lors des débats, c'est où allez-vous trouver les majorités pour voter vos amendements ? Alors, vous avez apporté un début de réponse. Le MoDem peut être un allié. Je doute que ce soit un allié régulier sur vos amendements. Comment allez-vous faire ? Mais nous entrons au début de la discussion budgétaire. Il y a des amendements qui sont ce que nous aimerions faire si nous étions en responsabilité. Et puis il y a des amendements de repli qui sont d'une ambition moindre et qui peuvent trouver des points de convergence avec d'autres. Nous-mêmes, nous regarderons ce que proposent d'autres groupes. Mais nous sommes jusqu'au Rassemblement national ou pas ? Non, nous ne travaillons pas avec le Rassemblement national. Nous travaillons avec ceux qui ont fait Front républicain. Voilà, la géographie est assez facile à déterminer. Donc s'il propose, excusez-moi pour être simplement clair, s'il propose des amendements qui pourtant rejoignent vos préoccupations, vous ne les voterez pas ? Mais nous avons nos amendements qui servent nos préoccupations. D'accord. Voilà. Nous n'avons pas besoin de ceux des autres. On va parler d'autres sujets d'actualité, le Doliprane qui inquiète. La mobilisation est de plus en plus forte contre la vente à un fonds américain. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, il veut poser des conditions, il demande un bilan exhaustif des aides publiques. Est-ce qu'il agit de la bonne manière ? Écoutez, ce qui est assez surprenant, c'est de voir les conditions dans lesquelles s'opère cette vente. Je crois qu'une partie de Sanofi France n'était pas même au courant de cette décision qui venait de la holding mondiale. Le gouvernement a l'air d'être d'une certaine manière mis devant le fait accompli alors qu'il a fait de la réindustrialisation, de la relocalisation de la production de médicaments l'une de ses priorités. Donc il est important en effet que l'État, de ce point de vue-là, du point de vue de la défense de la souveraineté sanitaire, se fasse respecter. Il en a les outils. Il y a le décret Montebourg que je connais bien, qui peut être utilisé, qui peut aller de... l'instauration d'un certain nombre de conditions jusqu'à l'interdiction de la vente. Mais vous demandez à l'État de bloquer la vente ? je demande à l'État de faire en sorte que, et si ça doit être bloqué la vente, que nous ne prenions pas le risque de nous désarmer. Nous ne pouvons pas être entre les mains des Indiens s'agissant des médicaments, des Saoudiens s'agissant de l'énergie, des Chinois s'agissant des panneaux solaires. Nous avons besoin de restaurer une souveraineté industrielle et de défendre la base industrielle France. Et s'il faut bloquer cette vente, eh bien il faut bloquer cette vente. Il faut que l'État entre au conseil d'administration d'Opella, la filiale de Sanofi, qui commercialise le Doliprane ou pas ? Il peut éventuellement le faire. Je vous dis, il a beaucoup d'outils pour agir.
mais on ne se contentera pas de mots. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la nationalisation comme le demande la France Insoumise ? De mon point de vue, ça n'est pas nécessaire. On a d'autres outils pour le faire. J'ai parlé du décret Montebourg. Il y a la possibilité de rentrer au capital sans nationalisation. Mais en tout cas, dans le moment que nous sommes en train de vivre, alors que la pénurie de médicaments a explosé ces dernières années, un sujet dont, avec Valérie Rabault, nous étions déjà saisis à plusieurs reprises dans les dernières législatures, il faut agir. On va parler de votre livre avec Julien. Merci. Oui, alors, votre livre en permanence, il raconte vos rencontres durant ces permanences parlementaires. Vous décrivez le député à la fois médecin traitant, confesseur, dernier recours, souvent pour les personnes que vous croisez. Ça a été une surprise pour vous, ces rencontres. Vous êtes arrivé en 2017, comme dans les Landes. C'est quelque chose que vous avez complètement découvert ? C'est deux choses que de le savoir et de le vivre. Je dois vous dire que moi j'ai écrit ce livre dans une forme de nécessité, c'est-à-dire m'arracher au brouillard de l'époque, m'arracher à la tyrannie parfois de l'immédiateté médiatique, au bruit, prendre un peu de hauteur et au fond revenir à l'essentiel, c'est-à-dire les vies de celles et de ceux pour lesquels on s'engage et devant lesquels nous nous présentons lors des élections. Ce sont des vies souvent difficiles qui viennent taper à ma porte et en effet... on est un peu travailleur social, un peu écrivain public, un peu défenseur des droits, mais on éprouve aussi de façon extrêmement concrète les difficultés que traversent un certain nombre de nos concitoyens. Et souvent, ce qu'ils se demandent, c'est, à propos de leurs élus, c'est mais que savent-ils de nos difficultés, que comprennent-ils de nos vies, de nos aspirations, de nos espoirs, de nos attentes. Et moi, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de les raconter. C'est des vies à la fois singulières, des vies courageuses, et puis des vies universelles, parce que à travers les femmes et les hommes que je décris beaucoup de celles et de ceux que j'ai reçus et dont j'imagine qu'ils viennent taper à la porte d'autres de mes collègues un peu partout en France. Ça a interrogé en lisant, on voit que ça interroge votre engagement politique et votre engagement en tant que socialiste. Et il y a une phrase dans votre livre qui m'a marqué qui dit « Avant de rompre avec l'ordre établi, il va nous falloir rompre avec une partie de ce que nous sommes devenus, l'incarnation de l'ordre établi ». C'est assez critique. Bah oui, mais vous savez, on aurait tort de ne pas l'être. On aurait tort de ne pas, en permanence, se poser la question de ce que signifie représenter. Il y a un vertige dans la représentation. Nous devons en permanence nous poser la question de savoir si ce que nous défendons à Paris est bien conforme à ce que, sur le terrain, chez moi dans les Landes, les Landaises et les Landais attendent. Nous devons aussi, et j'ai écrit cette introduction avec cette formule qui est en effet... brutale, mais qui était une vraie interpellation d'abord de moi-même, après les élections législatives. Et le soir de l'élection, je n'ai pas conçu dans ma réélection une satisfaction, une joie. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que nous en avons fait assez ? Est-ce que j'ai fait assez pour toutes ces vies difficiles, pour le fonctionnement des services publics, pour la rémunération du travail, pour la reconnaissance de la dignité ? Vous savez, quand je fais les portraits de ces femmes et de ces hommes, il y a une dame qui est... aide-soignante dans un EHPAD et je lui dis voilà, je vais faire un portrait de vous et elle me dit mais pourquoi moi je suis pas intéressante Pourquoi moi je suis pas intéressante? Je lui dis mais vous plaisantez? Vous l'êtes par le métier que vous faites, par la façon et la générosité avec laquelle vous faites. Vous êtes intéressante par les difficultés que vous rencontrez dans votre métier, vous aimez votre métier, vous voulez bien le faire et puis vous avez le sentiment de mal le faire parce que vos propres bras vous manquent et que les EHPAD manquent de bras. Et moi je trouve qu'il y a un apprentissage dans la fonction d'élu. C'est un journal de bord, c'est peut-être aussi un livre d'apprentissage. Apprendre à écouter sans juger. Le travail de compréhension des ressorts de la vie. Et comment ça doit nourrir le projet ? Comment ça doit nourrir le projet socialiste, ce livre, ces rencontres ? Eh bien, la conviction qui est la mienne, c'est que dans un pays qui apparaît souvent fracturé, divisé, dans lequel chacun défend sa colère, on a besoin de rassembler, on a besoin d'apaiser, on a besoin d'une France réconciliée. Et je fais par exemple de la fraternité un projet politique. Alors on me dit, mais fraternité, c'est un mot d'ordre, c'est pas un projet politique. Je crois au contraire que c'est le seul qui vaille, parce que c'est celui qui permet de sortir de l'isolement, chacune et chacun d'entre nous, de l'isolement, les individus qui ont été plongés dans cette solitude par une société libérale qui nous a atomisés au sens étymologique du terme, réduits à l'état d'atome. Et donc, la France réconciliée, elle a ses outils, c'est le service public et c'est d'abord l'école. L'école qui est au cœur de tout, qui doit être un creuset, un lieu de rencontre, d'altérité, de compréhension de l'autre, de tolérance.
On ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas grandi ensemble. La question de la mixité sociale est importante. Elle a ces espaces. Moi, je veux qu'on réinvestisse l'espace public, des lieux de rencontre, de compréhension. Je dis parfois avec un peu d'excès et d'emphase que l'un des plus grands actes de politique culturelle de ces dernières années a consisté à mettre des pianos dans les gares. Parce que qu'on prenne le Thalys pour aller à Londres ou un train de grande banlieue, eh bien on s'y retrouve au piano ou autour du piano. C'est la compréhension et la réconciliation des urbains et des ruraux, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, de ceux qui sont là depuis 12 générations et ceux qui arrivent avec l'espérance de pouvoir s'y intégrer. Eh bien tout ça, c'est un projet qui est enthousiasmant. Et il faut dire aux Françaises et des Français, tout n'est pas à abattre, tout est entre nos mains. Et voilà, et moi c'est aussi un livre qui tente une réconciliation avec la politique, et peut-être d'ailleurs même de réconciliation de moi-même avec la politique. Ben justement. Une réconciliation dont on se demande si elle va toucher aussi le Parti socialiste, puisqu'on parlait de projet, il va falloir se construire ce projet au prochain congrès. Or, on sent déjà, au-delà du projet, hélas, une guerre des chefs se profiler, avec François Hollande qui demande le départ d'Olivier Faure, avec peut-être un Raphaël Glucksmann qui peut aussi briguer. Est-ce qu'on va encore s'apercevoir que le PS va se déchirer dans les mois prochains? Ce que je peux vous dire, c'est que si en effet le ressentiment était une énergie renouvelable, eh bien, on serait porté à l'optimisme. Mais je n'y crois pas une seconde et ça ne peut pas être notre pétrole. Ça ne peut pas être notre façon de faire. Si moi je plaide pour une France réconciliée, je plaide aussi pour un Parti socialiste réconcilié, un Parti socialiste uni, combattant, qui s'affirme. Mais pour vous, il y a du ressentiment chez François Hollande? Non, mais je ne donne pas. Il ne s'agit pas pour moi de donner de. Non, mais quand il dit il faut une autre figure pour diriger le PS, vous le prenez comment vous? Je dis à tous que notre unité a de la valeur, qu'elle est attendue, que souvent le Parti socialiste, les Français espèrent de lui et se désespèrent de lui. Eh bien, dans les échéances à venir, parce que la situation du pays est grave, qu'on ne peut pas laisser en tête-à-tête le pays avec les libéraux et les nationalistes, eh bien, les socialistes ont une responsabilité éminente à gauche. Et donc, ce congrès aussi doit être un congrès de la République. Mais vous qui prenez une France apaisée, est-ce que l'alliance avec la France insoumise, ça dessine une France apaisée pour vous? Mais nous disons, y compris à nos partenaires de la France insoumise, que nous avons la conviction, et c'est la mienne, que ce pays a besoin de machines à coudre et pas de machines à découdre. Et je le vois dans ma circonscription, je vous assure. Il y a dans les Landes, alors on me dit mais les Landes c'est pas la France. Parfois je regrette, mais il y a une façon d'être à l'autre, une façon de vivre ensemble qui moi me porte à l'optimisme. Et pour vous Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une machine à découdre plutôt que je veux pas. Enfin vous avez compris que je commence pas par diviser lorsque je veux rassembler. Mais quand je ne suis pas d'accord sur la façon de faire, sur la façon d'être, je le dis. Et je préfère dire la façon dont moi je veux que les socialistes se comportent. Comment moi j'appréhende mon rapport à la politique, à celles et ceux qui vivent dans ma circonscription et qui tapent à ma porte, plutôt que de distribuer des bons et des mauvais points. Est-ce que pour répondre à vos électeurs, il ne va pas falloir clarifier cette alliance? La clarification, elle est d'abord chez nous, un parti socialiste puissant et qui répond à une question. À quoi sert-il à la vie des Françaises et des Français? Et donc nous avons des sujets qui les taraudent, qui les préoccupent. Mais Olivier Faure, il a répondu à cette question? Mais il y répond comme il le peut avec nous tous, chaque jour. Est-ce qu'il faut faire mieux et plus? Mais chacun en est convaincu et chacun y apportera, j'en suis sûr, sa pierre. Et je ne manquerai pas à ce devoir et à ce travail collectif. Merci Boris Vallaud. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, on le voit en permanence, C'est vie que je fais mienne. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été notre invité.